Bonjour. Merci d'être là si tôt, un samedi de week-end, alors que la grasse matinée est tellement agréable. Mais les grasses matinées ne sont pas forcément dans le lit. Ça peut être à assister à une rencontre passionnante, ce dont je pense que ce sera le cas. Alors, vous avez vu les journaux ce matin, etc. Je voulais juste dire que l'idée que le thème de la passion et des passions serait un thème qui permettrait à beaucoup de gens de venir rencontrer les gens qui sont habités par une passion ou des passions. Et le succès de la première journée d'hier a confirmé que ce thème était pour beaucoup au centre de la vie de chacun. Sur la passion, juste un mot. Évidemment, la passion est une énergie, un besoin de vie, une espèce de force qui nous habite et qui nous donne des possibilités que ceux qui ne sont pas habités par ce même sentiment n'ont pas forcément. Mais il n'y a pas de passion aussi, il y a un deuxième aspect à la passion. Pas simplement la vitalité ou l'énergie. Il y a aussi, pour beaucoup, le besoin de se rattacher à quelque chose d'extérieur, de plus grand. C'est-à-dire que c'est pas exactement le cas pour toutes les passions, mais pour de nombreuses d'entre elles, c'est de se dire qu'on ne vit pas simplement pour soi, pour son confort, pour améliorer quelque chose, mais que l'âme humaine est faite pour rencontrer quelque chose de plus haut. Et il y a dans beaucoup de passions l'idée que, voilà, on a certes sa vie personnelle, familiale, et on est aussi rattaché à quelque chose qui permet à la vie de lui donner un sens. Et c'est ça qui fait que les gens passionnés sont passionnants. C'est qu'on aperçoit un lien avec quelque chose, une recherche de quelque chose qui nous permet de dépasser notre condition et donc d'avoir le sentiment de consacrer sa vie à quelque chose de plus grand. Et c'est ça qui fait souvent l'intérêt de ces rencontres, et c'est ça qui va faire l'intérêt de la rencontre que nous allons vivre. D'habitude, le journalisme, c'est considéré comme le métier anti-passion. Pourquoi ? Parce que quand vous interrogez un journaliste sur pourquoi il a choisi ce métier, il dit quasiment à 99,9% des cas, je voulais regarder le monde, voir comment il fonctionnait et dire à d'autres ce que j'ai vu. Et la condition pour être un bon journaliste, c'est précisément de ne pas avoir de passion, d'être, comme on dit, objectif. Qu'est-ce que ça veut dire, objectif ? Ça veut dire ne pas partager, quand il y a une guerre, par exemple, quand on assiste à une guerre, c'est de ne pas s'engager d'un côté ou de l'autre, de ne partager aucune des passions qui animent les gens qui vont mourir pour des idées, pour d'autres choses. C'est ça qu'on demande aux journalistes. En tout cas, c'est ça qui fait l'essence au départ de leur métier et qui, pour eux, apparaît comme une condition. Si jamais j'appartenais à tel ou tel camp, on ne me lirait pas de la même façon. Et mon métier, c'est précisément de ne pas faire ça. Et souvent, des journalistes disent « moi, je suis objectif. Je n'ai pas de... » Et alors, il y a une personne qui a tranché cette affaire, qui a dit « non, moi, je considère que le métier de journaliste, c'est pas d'être objectif seulement. On ne peut être journaliste avec l'idée de défendre passionnément un engagement. » Et c'est le cas de Jean-François Kahn. Et c'est ça qui lui donne cette espèce de valeur que les gens recherchent quand ils vont le voir. Jean-François Kahn a dirigé une rédaction. Il y a en France 100 personnes qui ont dirigé une rédaction. Mais quand il passe devant les gens, il y a moins de monde. Pourquoi ? Parce que Jean-François Kahn, au nom de cette possibilité qu'il s'est offerte d'être un journaliste engagé, a été licencié d'une douzaine de rédactions dans sa vie, au point qu'il a dû faire des journaux lui-même, créer des journaux pour pouvoir continuer son métier. Et ce que les gens apprécient chez Kahn, et ce que d'autres refusent de regarder comme leur devoir, c'est qu'on a le droit d'être journaliste, de regarder la vie du monde et de conserver une certaine idée que le monde serait meilleur s'il marchait autrement. C'est ça qui fait le lien particulier de Jean-François Kahn avec le public qui le suit depuis des années
et qui lisent les journaux qu'il a fait. Voilà, c'est donc cette personne que nous allons rencontrer, et je suis heureux que vous puissiez assister à une rencontre avec un journaliste engagé qui non seulement ne refuse pas l'engagement, mais qui le revendique. Merci. Merci d'être avec nous. Jean-François Canet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en colère contre quoi ce matin? Jean-François Canet, quand il arrive quelque part, toujours une petite colère. Vous n'avez pas de colère aujourd'hui, vous n'avez pas de colère ce matin, particulière? Non, tout va bien. Alors, j'ai dit que... Vous avez eu raison. Hein? Sûrement. J'ai dit, pour vous présenter, que vous étiez un journaliste qui, contrairement à 99,9% des journalistes, ne revendiquait pas d'être objectif, mais de faire passionnément le métier de l'information. Et que vous étiez quasiment seul dans cette position. Et je voulais vous demander tout simplement au début, pourquoi vous vous retrouvez... Seul avec Edoui Plenel. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi vous avez choisi ce chemin-là? Pourquoi vous avez choisi le chemin d'être un homme d'information, de presse et de revendiquer un engagement? Ça, c'est pour une raison très simple qui va peut-être vous surprendre. C'est que je n'aime pas le journalisme. Et j'ai d'ailleurs toujours dit que je ne l'ai pas été par vocation, j'y ai été par lâcheté. Je ne suis pas masochiste, hein, il m'est arrivé dans ma vie d'être courageux, franchement, je crois que ça m'est arrivé. Mais là je ne l'ai pas été, j'étais prof, c'était très dur, j'étais très jeune, et au fond, c'était une fuite, quoi. J'ai un peu une lâcheté devant, et j'ai eu l'occasion d'être journaliste, mais on ne peut pas dire... Et très vite, j'ai découvert ce milieu, il ne m'a pas plu. Bon, c'est un milieu tout à fait honorable, hein, mais je n'ai jamais été exalté par ce milieu. Et donc, il m'a fallu qu'il y ait quelque chose d'autre qui me porte. Et très vite, c'est l'occasion de faire passer quelque chose qui pour moi est essentiel, qui est en effet quelque part auquel je suis attaché passionnément. Donc, en effet, ça n'avait un sens pour moi que si je faisais passer, pas simplement politiquement ou idéologiquement. J'ai fait des émissions sur la musique ou la chanson. Ah bah oui, bien sûr. Et quand j'ai pu faire découvrir un musicien, un morceau de musique, un opéra, etc., que les gens ne connaissaient pas, j'ai dit j'ai été utile. Voilà. C'est l'idée, j'ai été utile à quelque chose. J'ai fait passer quelque chose, quel que soit le domaine. Alors, en ce qui concerne la politique, vous avez mené un combat depuis, on va dire, 25 ans de mémoire, et votre idée, c'était... est-ce que la France, les Français, pourront sortir de l'impasse que vous voyiez entre cette division entre les deux partis qui se succédaient au pouvoir, je dis bien les partis et pas les idées, et votre combat, parce que vous avez écrit ça pendant des années, a été: est-ce qu'on pourra sortir de cette impasse qui fait que l'alternance nous mène dans une désespérance absolue? Et je voulais vous demander si l'année 2017, de ce point de vue-là, notre année, avait été pour vous voilà, le couronnement ou non de l'idée que vous avez développée pendant 25 ans. Oui, non, il s'est passé quelque chose qui fait que les gens s'interrogent. Mais il y a des limites. Le clivage dont vous parlez, le clivage gauche-droite, moi je suis très frappé de quelque chose. C'est pas le problème que le clivage gauche-droite n'a pas de sens. Bien sûr. Je crois que c'est une invariance. J'ai écrit beaucoup sur le thème de l'invariance, de la recomposition, que l'évolution se fait par recomposition d'invariance, évolution sociale. Et c'est une invariance. Au temps de Rome, il y avait un parti de gauche, un parti de droite. D'ailleurs, le chef du parti de gauche, c'est Jules César.
Il y a toujours eu, on en reviendra peut-être d'ailleurs là-dessus, que c'est intéressant. Le problème, c'est qu'à un moment, ça ne correspond plus à rien. Et prenons le concept de gauche. Tout le monde aujourd'hui, à gauche, vous dira Macron, vous le placez où? Vous direz, il est à droite, il fait une politique de droite, il fait vraiment une politique de droite. Maintenant, vous regardez sur Internet le site du Figaro, qui est un site très, très, très vu. Oui, hein, beaucoup. Beaucoup. Et là, vous avez des centaines, des milliers d'internautes qui vous disent Macron, c'est un socialiste camouflé, c'est un mec de gauche. C'est le même type. À partir du moment où on peut aussi froidement dire c'est clair, c'est un homme de droite, il fait une politique de droite, et que les autres disent c'est un homme de gauche, il fait une politique de gauche, il y a un problème sur le concept. Moi, j'avais un ami que vous connaissez peut-être, enfin, c'est toujours un ami d'ailleurs, qui a été secrétaire général du Parti socialiste belge, longtemps. Et il avait une bouteille de champagne dans son réfrigérateur qu'il gardait parce qu'il voulait ouvrir le champagne le jour où il y aurait la chute de Tony Blair. C'était pour lui, c'était l'horreur absolue. Mais il est socialiste et Tony Blair officiellement aussi. Donc on voit bien qu'il y a un problème, si vous dire. Donc, on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ça. D'autre part, oui, on a vécu une sorte de dépassement, incontestablement, du clivage gauche-droite, qui s'est matérialisé par le fait qu'est arrivé majoritaire à l'Assemblée un parti qui n'était pas majoritaire dans le pays, mais qui, à cause du scrutin électoral, est devenu majoritaire à l'Assemblée. Mais le problème, c'est que, au-delà du clivage gauche-droite, le problème, c'est qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, il n'y a pas effacement de ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas effacement de ce qu'il y a derrière. Je prends un exemple. Vous avez un clivage qui est sécurité ou liberté. Vous l'avez bien vu à propos de la loi antiterroriste, où vous avez une gauche qui a dit quasiment c'est une loi fasciste, on réprime la liberté, liberticide, et la droite qui dit c'est une loi laxiste, il faut serrer les boulons, là c'est pas possible, c'est du Taubira, bon, la même loi, bon. Ils ne le pensent ni l'un ni l'autre. Vous ne croyez pas que les gens de gauche croient vraiment que c'est une loi fasciste et liberticide, et vous ne croyez pas un seul moment que les gens de droite pensent que c'est du Taubira revu et corrigé. Personne ne le croit. Mais il faut le dire. Ça fait partie. Ah non, on est de droite, on est de droite, donc on est du côté de la sécurité. On est de gauche, donc on est du côté de la liberté. Mais enfin, c'est absurde. Il est bien évident que de la sécurité au détriment de la liberté, c'est le régime de Bachir el-Assad. Et qu'en revanche, la liberté au détriment de la sécurité, c'est la jungle. C'est aussi bête que ça. Donc comment... Et pourtant, on s'installe dans cette bipolarité, dans ce clivage absolument absurde. Et il continue. Je prends un autre qui est ouverture-fermeture. Il y a les gens ouverts. Même Macron sacrifie à ça. Il y a des gens ouverts. Puis il y a des gens qui disent non, il faut fermer, etc. Bon, ils n'en croient pas un mot. S'ils sont au pouvoir, ils ne vont pas fermer les frontières, ou les autres, ils ne vont pas ouvrir complètement toutes les frontières. Ils n'en croient pas un mot, mais ils le disent ça. Et tout le monde voit bien que d'un côté, on ne peut pas se verrouiller dans un pays dont on ferme les portes et les fenêtres, et tout le monde voit bien non plus qu'on ne peut pas ouvrir à tout vent, absolument, comme disait Lay, toute la misère du monde. Ou même, bon, c'est évident. Bon, qu'est-ce que je veux dire là? Vous avez... l'identité, c'est très aujourd'hui. Vous avez à gauche, à droite, il y a l'identité. Et à gauche, si vous dites identité, vous êtes un réactionnaire extraordinaire. Donc à droite, il y a un nouveau thème obsessionnel qui est, au nom de l'identité, nous sommes des identitaires, halte au multiculturalisme. Au multiculturalisme. Oui. C'est une obsession. C'est une obsession à droite. Si on voit sur les réseaux sociaux, y compris des amis à moi que j'aime beaucoup, qui sont enfermés dans cette histoire, arrière le multiculturalisme. Très bien. Or, et de l'autre, encore une fois, on est réactionnaire, cisgenditaire. Or, on a une identité profonde en France. Et c'est quoi cette identité? Quelle est sa caractéristique à cette identité? C'est qu'elle est multiculturelle. C'est-à-dire qu'à l'origine, nous avons une celtitude, c'est-à-dire les Gaulois, une espèce de quelque chose lié à nos origines celtes, qui eux-mêmes d'ailleurs ont été nourris d'autres influences. Là-dessus, on s'est converti
à une culture romaine qui elle-même est irriguée par une culture grecque, sur lequel s'est plaqué les Germains avec les Francs. Là-dessus, c'est ajouté les Normands quand ils sont venus, et après ça continue tout ça. Mais c'est ça qui a fait notre identité. C'est-à-dire, nous sommes profondément multiculturels, nous sommes baignés dans le multiculturalisme, et c'est ça qui fait la spécificité de notre identité, contrairement aux Allemands, où c'est en effet moins multiculturel. Et donc, il n'y a rien de plus aberrant d'opposer ça. Ben c'est ne pas connaître l'histoire, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas connaître notre propre histoire. Oui, moi j'ai travaillé là-dessus en plus. Et enfin, vous avez on pourrait en citer beaucoup comme ça. D'ailleurs, à propos de ce multiculturalisme et d'identité, ça me rappelle quelque chose, on devrait être prudent. C'est quand même en Allemagne, sous Hitler, ils ont fait ils étaient vraiment l'identité, la culture allemande. Ils ont fait une exposition de la culture dégénérée, c'était toute la culture allemande qui, soit disant, est dégénérée par les influences étrangères, et puis un musée sur la culture nationale allemande. Il se trouve que j'ai été voir un musée qui a reconstitué ces deux musées. Dans la peinture dégénérée, il y a des choses qui sont vraiment dégénérées d'ailleurs, mais dans l'ensemble, il y a des chefs-d'œuvre, parmi les chefs-d'œuvre de la peinture moderne. Mais alors, dans le musée sur la peinture nationale allemande, mais vous n'imaginez pas comme c'est moche, comme c'est ringard. Vous ne pouvez pas présenter ça aujourd'hui. Donc, voilà, il faut se méfier. Et enfin, tout ça englobé dans un dernier clivage qui, lui, se renforce aujourd'hui. Et Macron a donné aussi un peu là-dessus. Il y a les réactionnaires et les républicains, et les progressistes. D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un ici... Il y a les gens du mouvement et les gens du... Oui, le mouvement, mais surtout réactionnaires et progressistes. Libé a fait les réactionnaires en énorme, et à droite, il dénonce sans arrêt les progressistes. C'est devenu un mot péjoratif. Moi, j'aimerais savoir, c'est dommage, je ne vois personne, mais si je les voyais, je te demanderais que quelqu'un qui est à 100% progressiste, c'est-à-dire dans sa tête, il n'est que progressiste, lève la main. Ou que quelqu'un qui est à 100% réactionnaire dans sa tête, totalement réactionnaire, lève la main. Ou alors on est fou, ça n'existe pas. On a tous, même si on est progressiste, on a des petits aspects conservateurs ou réactionnaires ou révolutionnaires. On est aussi révolutionnaire un peu. Donc déjà, ce clivage, je veux dire, on doit... Et aujourd'hui, il y a un enfermement. Il y a ceux qui sont, il y a les réactionnaires enfermés dans leur refus, dans leur rejet, et vous avez des progressistes qui sont enfermés. Comme si on pouvait tout refuser dans ce qui va dans le sens du progrès. Tout, vous imaginez, tout ce qui va dans... Alors, vous pouvez décliner d'un point de vue historique, donc vous auriez refusé ça. Et en revanche, ceux pour qui, du moment que c'est le progrès, c'est bien. Donc vous auriez accepté ça. Ça n'a absolument aucun sens. Et je vous donne un exemple pour finir cette séquence. Parmi les débats, vous en connaissez, des débats totalement biaisés à cause de ce clivage, qui est celui sur la grammaire inclusive ou la lecture inclusive, l'écriture inclusive. L'écriture inclusive. Vous avez, pareil, vous avez les progressistes et les réactionnaires. C'est la totale des deux côtés. Alors, chez les progressistes, on prend tout dans le fait qu'il faut revoir le langage et, entre parenthèses, ce qui est juste, le démasculiniser. Et donc, ça donne, en effet, l'écriture inclusive, ça donne l'idée du point médian. Vous avez suivi ici, le point médian, c'est-à-dire, si vous voulez dire que les armateurs, les gens qui s'occupent de bateaux, etc., que les armateurs sont quand même des gens cultivés et lisent des livres. Bon. Et donc, vous dire, les armateurs sont aussi des lecteurs. Donc, vous écrivez maintenant, les armateurs, point triste, sont aussi des lecteurs, point triste. Et ça, sur des phrases. C'est illisible. Objectivement, c'est illisible. En plus, c'est difficile à dire. Parce que quand vous avez un texte, il faut pouvoir le dire. Vous voyez un acteur ici qui vous dit les armateurs pointristes sont aussi des lecteurs pointristes. Et puis ça continue comme ça. Ça me fait penser dans les journaux arabes où on dit monsieur un tel, Allah l'est dans sa sauvegarde. Et puis sans arrêt, Allah l'est dans sa sauvegarde. C'est illisible. Bon.
Très bien. Donc, au nom du progressisme, accepter ça, moi je veux bien, mais c'est stupide. Mais à l'inverse, il y a l'autre revendication sur le problème des accords, qui est la supériorité du masculin. Ça, c'est juste. Vous pouvez dire, vous dites par exemple, les cerfs et les biches sont beaux. Bah, non, c'est assez logique de dire les cerfs et les biches sont belles, le dernier mot. Dernier mot. Oui. Qui est féminin. Ou alors vous dites, j'ai été à l'hôpital, là les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes et les directrices sont performants. Donc il y a 5 mots féminins, un mot masculin, mais c'est le mot masculin qui l'emporte. Ça, c'est juste de dire qu'il faut revoir cette règle. Mais là, les réactionnaires, même ça, ils ne veulent pas. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est totalement l'un jusqu'à l'absurde ou c'est totalement l'autre jusqu'à l'aveuglement. Donc ça, je crois que c'est ça aussi, au-delà du concept gauche-droite qui est tout simplement pas de sens dans la façon dont on l'utilise aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, me semble-t-il, remettre en cause. Mais alors, quel est votre engagement dans cette affaire, justement? On comprend bien maintenant, je veux dire, vous venez d'expliquer longuement que dans gauche-droite, il y a une vraie division, et il y a aussi une division qui a enfermé, qui conduit à une impasse si ça se limite à ça. Vous, votre engagement sur cette idée, c'est quoi? Ce que j'ai toujours défendu, ce que j'ai montré, c'est que le choix entre conservation, réaction ou rupture débouche sur des impasses. La conservation, les dinosaures n'ont pas évolué, ils sont morts. L'homme non néandertal, il n'a pas évolué, il est mort. L'Ancien Régime n'a pas su évoluer, il est mort. L'Union soviétique n'a pas su évoluer, elle est morte. Le conservatisme conduit à la disparition. C'est tout à fait clair. Enfin, le communisme a commencé par être une révolution, que ça soit dans avant d'être un conservatisme. Non, mais vous pouvez conserver quelque chose qui est le résultat d'une révolution. Voilà, c'est ça. Les choses ont évolué sans arrêt. D'ailleurs, c'est intéressant. Comme ils ont fait une révolution, ils considèrent qu'il fallait tout garder, et résultat, ils ont disparu comme l'ancien régime. Être réactionnaire, revenir en arrière, c'est la déliquescence totale. C'est possible, hein. On a connu dans l'histoire de France, à un moment, quand les Francs se sont installés en France, ils ont détruit la France. C'est un des grands paradoxes de l'histoire. La France existait, la Gaule. Sont arrivés les Francs, ils ont détruit la France. Il a fallu 1000 ans avant de la retrouver, mais ils ont donné leur nom. C'est quand même un paradoxe. Vous avez eu, après les Francs, vous avez un régime qu'on appelle les Mérovingiens. Et pendant 300 ans, 400, on a reculé de 400 ans. Il y avait des routes, il n'y avait plus de routes. Il y avait des ponts, il n'y avait plus de ponts. Il y avait la poste, il n'y avait plus de poste. Il y avait des transports, il n'y avait plus de transports. Vous n'imaginez pas ce que ça a été, la régression. Bon. Mais c'est la déliquescence. Déliquescence totale jusqu'à la disparition. Et finalement, on s'est reconstruit en retrouvant l'authenticité de nos origines, justement, romaines, etc. Donc, il faut dépasser. Et la rupture aussi, je vous dirais 2 mots sur la rupture. Mais en ce qui concerne le clivage aussi gauche-droite, pourquoi il faut le recomposer? C'est que, je vous disais tout à l'heure que Jules César, on oublie toujours que Jules César, c'était le chef du parti de gauche. Bon. Avant lui, à Rome, un exemple historique, avant lui, à Rome, il y avait la gauche et la droite, c'était Marius et Sylla. Pour ceux qui ont appris un peu l'histoire ancienne, Marius c'était la gauche et Sylla c'était la droite. Et c'était quoi la gauche de Marius à l'époque? C'était colonialisme. Il faut coloniser pour pouvoir distribuer des terres aux pauvres. Donc la gauche était intrinsèquement colonialiste. C'est plus la définition de la gauche. Pour ce qui est de César, contre Pompée, César, c'était la République, c'est-à-dire le Sénat, les institutions élues, sont une entorse au progrès social parce que c'est les riches qui dominent. Et donc la gauche était anti-républicaine. César a d'ailleurs l'a montré. La République. Sous une chose qu'on ne dit jamais, qu'on n'ose jamais dire, sous les Gaulois, sous Vercingétorix, il y avait une vie sociale, il y avait la gauche et la droite. Hein, ça existait chez les Gaulois. C'est très simple. La gauche était des gens qui avaient renversé les systèmes monarchiques ou aristocratiques et qui avaient proclamé des républiques. Et la droite, c'est ceux qui étaient attachés au système monarchique. Bon. Or,
ceux qui avaient renversé les monarchies, ceux qui voulaient établir des républiques, ils l'ont fait dans une quarantaine de peuples, il y avait 70 peuples. Quel était leur modèle? Leur modèle, c'était Rome, la République romaine, le Sénat, le progrès. Et donc, quand Jules César envahit la Gaule, eh ben, en vérité, naturellement, on n'ose pas dire ça, mais la droite était résistante parce qu'elle était contre les Romains, mais contre la République, et la gauche, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui s'étaient ralliés à la République, étaient plutôt pro-romaine parce que, justement, ils trouvaient que la République, c'était mieux, que c'était un bon modèle. Mais aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire la gauche est collaboratrice et c'est la droite qui est résistante. Bon, on pourrait, je dirais même quelque chose qu'on ne veut pas s'avouer sur le contexte gauche-droite. Au Moyen-Âge, au XVe siècle, vous avez une guerre civile en France, le combat entre les Bourguignons et les Armagnacs. Les Armagnacs, c'était des légitimistes qui ne voulaient absolument rien changer aux institutions monarchiques. Les Bourguignons, qui avaient fait alliance avec les Anglais, c'était des gens qui voulaient des réformes institutionnelles, comme les Anglais les avaient fait. Donc les Bourguignons, c'était la gauche, les Armagnacs, c'était la droite. Très bien. À ce moment-là, Jeanne d'Arc était à droite. Parce qu'Armagnac, Jeanne d'Arc était avec les Armagnacs. C'est un fait, mais ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est plus le, vous voyez, donc pourquoi on s'accroche comme ça? Il y a un moment, il faut recomposer. Et d'une façon d'ailleurs encore plus actuelle, pendant 60 ans, c'était quoi le clivage gauche-droite en France? Qui l'a structuré? C'était l'opposition entre les légitimistes et les orléanistes. La gauche, c'était les orléanistes. Ensuite, ça a été entre les légitimistes et les libéraux. La gauche, c'était les libéraux. Aujourd'hui, vous diriez, la gauche et les libéraux, c'est l'inverse. On dit aujourd'hui, les libéraux sont de droite. Je crois que c'est quand même assez clair. Il y a des moments où tout doit être repensé, tout doit être remis sur le papier, tout doit être recomposé. Les exemples que je vous avais donnés au début sur Macron. Donc, ma conviction, c'est même une évidence, c'est non pas que ça n'existe pas, le clivage gauche-droite, mais qu'il y a un moment, ou centre, parce qu'il y a toujours eu des gens qui étaient nés à gauche. Entre parenthèses, il y a la gauche, puis la gauche de la gauche, la droite de la gauche, c'est pas aussi simple. Mais enfin, tout ça doit être complètement réimaginé, repensé, redéfini, recomposé radicalement. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Et c'est vrai, c'est ça, si vous voulez qu'on en parle, ça pour moi c'est important, c'est vrai aussi pour le concept de rupture. Et pourquoi alors? En quoi la rupture serait une mauvaise... Est-ce que ce n'est pas une rupture que de changer la manière dont est organisée la vie politique? Non, parce que on n'aura jamais. L'évolution sociale se fait comment? D'abord, est-ce qu'il y a une différence entre l'évolution naturelle et l'évolution culturelle? Est-ce que tout à coup, pendant des milliards d'années, des millions d'années, vous avez une évolution qui fait qu'on est ce qu'on est des hommes, qu'on n'est pas des primates, et puis à un moment, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, on quitte l'évolution naturelle et on passe à une autre chose avec d'autres lois, d'autres principes qui sont l'évolution culturelle. Non, il y a une continuité, évidemment. Or, dans l'évolution naturelle, c'est parce qu'il y a des choses qui ne changent pas que tout change. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout change parce que rien ne change ». Et la signification, c'était ça. C'est grâce à tout ce qui ne change pas que tout finit par changer ou peut changer. Pourquoi? Parce que sur des milliards d'années, vous avez par des essais, des erreurs, des corrections, la nature, on cherche quoi? On cherche l'organisation la plus adéquate. C'est vrai depuis la cellule à deux noyaux, l'organisation la plus adéquate. On cherche. Ça dure des millions d'années. Et puis, à un moment, peu à peu, on commence à avoir le début d'une structure extrêmement performante. On a cherché, on a tâté, et voilà une structure extrêmement performante. Et cette structure performance, elle s'améliore par le jeu de la sélection naturelle. C'est-à-dire, il y a des mutations génétiques qui fait qu'à un moment, il y a une mutation qui la rend plus performante. Et elle est sélectionnée. C'est ça que... elle est adaptée. Voilà. Que ça signifie. Et peu à peu, c'est de plus en plus sophistiqué, ces structures les plus performantes, les plus adéquates. Et que vous croyez que quand on a mis 50 millions d'années, la nature, pour imaginer des structures la plus adéquates, qui fonctionnent,
Vous croyez qu'au bout de 5 millions d'années, on dit « Ah non, on change, on va prendre une autre structure ». On ne change plus. Prenons l'exemple de nous, de notre squelette. Par tâtonnement, etc., peu à peu, c'est structuré quelque chose. Il y a une colonne vertébrale, il y a des vertèbres. Et vous imaginez qu'à partir du moment où on a structuré ça, c'est de plus en plus sophistiqué, mais on n'en sort pas. C'est-à-dire que les oiseaux, ils volent, mais c'est la même structure. Exactement, simplement, au lieu d'avoir le squelette des bras, c'est celle de leurs os. Les oiseaux s'appellent les poissons s'appellent des arêtes, mais c'est la même structure. C'est-à-dire que dès lors que la nature a imaginé cette extraordinaire structure qui permet de coordonner l'ensemble de la réalité corporelle, elle ne va pas en changer tout à coup. En termes, on pourrait dire, c'est formidable, on a les yeux là. Et ce que je vous dis, c'est la même chose pour les yeux. Hein. Les yeux de la grenouille, c'est le même principe. Après, c'est de plus en plus sophistiqué. Mais quand on a trouvé le principe structurel, l'organisation qui permet de voir, on n'en change pas. On améliore l'organisation qui permet de voir. Je dis, les grenouilles, c'est le même système des yeux. Et donc, on pourrait dire, finalement, on a des yeux, c'est bien, on a des yeux, mais ça serait bien d'avoir aussi des yeux derrière la tête, parce que ça permettrait de voir les ennemis qui nous attaquent par derrière. C'est vrai. Alors, on pourrait dire aussi, on pourrait avoir une queue sur le front, ça permettrait de laver les lunettes, nettoyer les lunettes. Mais, or, c'est impossible, parce que ça ne rentre pas dans la structure. Ça ne rentre pas dans la structure. La structure, c'est qu'on a les yeux là. Et d'ailleurs, tout le monde, tous les animaux, tous les êtres vivants qui ont des yeux, ils ont les yeux là. N'en ont pas d'autres. Parce que ça ne rentre pas dans la structure. Si, quelquefois, on a les yeux derrière, ça s'appelle des monstres et ça ne vit pas. Mais bon. En revanche, et c'est là où j'arrive sur le concept de recomposition, en revanche, quand il y a une nécessité du primate, d'un certain primate qui était dans les arbres, et puis tout à coup, il y a un accident climatique qui fait que ça devient une savane. Et qu'il y a une nécessité de se relever, sans quoi, si on continue à être quatre pattes dans la savane, on est attaqué, il y a une nécessité de se relever. Et que donc toutes les mutations génétiques qui permettent d'améliorer la station debout sont sélectionnées. Donc vous avez en effet une recomposition, mais une recomposition à quoi? C'est-à-dire la plante des pieds, le haut de la colonne vertébrale, c'est très à la marge finalement. Vous savez que dans notre génome, 98% de notre génome et celui du chimpanzé sont les mêmes. C'est exactement les mêmes. Sauf que les 2 ou 3% de différence, ça change tout. Ça change quoi? Ça change que à partir du moment où on est station debout, bon, c'est le même primate, c'est le même squelette, c'est la même structure, exactement la même structure. Et c'est cette structure qui le permet. Mais tout à coup, on a les mains libres. On a les mains libres, ça devient un outil. L'outil, je fabrique un outil. Et parallèlement, on est debout, et donc la tête peut peser sur notre colonne vertébrale. Quand on est à quatre pattes, si elle est trop lourde, on est emmené vers le bas. Et donc le cerveau peut grossir. Le cerveau peut grossir. La main est un outil. Et l'articulation dialectique entre les deux est une révolution inouïe dans l'intérieur, à l'intérieur, dans la structure elle-même. C'est parce qu'on n'a pas changé la structure qu'on peut faire une révolution inouïe qui est la révolution humaine. Et bien, alors, on pourrait le traduire en politique. Et du point de vue social, alors, ça oui. On pourrait le traduire en politique. En 1990-91, en France, on fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il y a 80 000 propriétés et propriétaires. Et à la place, si c'est au centre du système, à la place de ces 80 000 propriétaires aristocrates, on va mettre 2 millions de petits paysans ou de petits bourgeois. Dans quel... En France, en 1992, c'est-à-dire... 1992 1792. Ah. En 1792, la Révolution, c'est ça. Je me disais que j'avais raté quelque chose. Pardon. En 1792, on transforme une propriété dominée par 80 000 ou 70 000 aristocrates par une propriété élargie à 2 millions de Français, puis 3 millions, puis 4 millions. Très bien. C'est énorme. Bon. Mais à l'intérieur d'une structure qui est la structure de propriété. Non seulement on reste à l'intérieur de la structure de propriété, mais en vérité, on l'élargit, on la démocratise. Et ça, quand les monarchistes reviennent en 1815, ils ne peuvent pas revenir là-dessus. C'est impossible. En revanche, en 1917, là, ils sortent de la structure, de la variance. C'est-à-dire,
ils abolissent la propriété ou alors ils créent une propriété d'État. Ça ne marche pas. Et non seulement ça ne marche pas, c'est que alors que on ne peut pas revenir sur ce qu'a fait la Révolution, sur ce qu'a fait la Révolution 17, non seulement on revient, mais on revient à la situation quasiment du temps du tsarisme, c'est-à-dire des grandes propriétés. Aujourd'hui, la propriété en Russie ressemble plus à ce qu'elle était chez nous avant 90 que bon. Et voilà, c'est un bon exemple. C'est-à-dire quand on a recomposé dans le cadre d'une structure et d'une invariance, ça a donné des résultats énormes, comme l'homme. Quand en revanche, on a cru qu'on pouvait sortir de la variance et rompre totalement avec la structure héritée, ça a été un échec total. On peut s'en réjouir d'une certaine manière, parce qu'au nom de quoi on devrait dire ce que depuis des dizaines de milliers, des milliers de siècles, d'années, ont fait nos ancêtres. Ils ont pensé, réalisé, produit, modelé, tout ça, nos pères, nos grands-pères, nos grands-pères, etc. Et tout ça, on va rayer, et avec tout ça, on va rompre. Ce n'est pas satisfaisant pour l'esprit. C'est quand même mieux de dire, on prend tout ça, on intègre tout ça, et on va de l'avant, et on recompose tout ça. C'est pour ça que il me semble très nécessaire au concept de rupture ou de conservation ou de réaction, de substituer ça on est dans l'actualité, le concept de recomposition. D'autant que non seulement l'évolution sociale s'est faite par recomposition et jamais par rupture, c'est quand même un argument de dire, franchement, ça ne s'est jamais passé. C'est quand même un argument de dire ça ne s'est jamais passé en des millions d'années. Hein, bon. Et même sur le plan politique, ça ne s'est jamais passé. D'autant que cette recomposition, le type de recomposition, c'est toujours une recomposition, presque toujours une recomposition, autour d'une autre centralité. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup, j'ai défendu l'idée de centrisme révolutionnaire. Copernic, c'est quoi? On dit révolution copernicienne. C'est quoi révolution copernicienne? Ça ne veut pas dire qu'on change le ciel, les étoiles, le système solaire, le système céleste. Ça veut dire, attendez, on croyait que tout ça, au centre, il y avait la Terre. Ben non, au centre, c'est le Soleil. On change la centralité. Le système reste le système, mais on le recompose, au vrai sens du terme, autour d'une centralité qui est celle du Soleil. Et je vous parlais de la révolution humaine. C'est-à-dire qu'on croyait que le Soleil, comme on le voyait, tournait, mais en fait, c'est nous qui tournions alors qu'on croyait le contraire. Oui. Et en plus, on avait du mérite, parce qu'entre nous, on voit plutôt le Soleil qui tourne autour de nous, contrairement à ce qu'on croit. Ça m'amuse qu'il y a des gens qui disent, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus, la réalité ne peut être que concrète, ou qui disent, assez de théorie. Mais entre nous, aujourd'hui, vous voyez le Soleil tourner autour de nous, hein. C'est parce c'est grâce à l'abstraction et à la théorie qu'on a découvert que ce n'était pas ce qu'on voyait, pas l'apparence qui nous le donne. La réalité n'est pas toujours donnée par l'apparence, rarement donnée par l'apparence. Et donc je vous parlais de la révolution humaine. Dans la révolution humaine, le primate qui était à quatre pattes, ce qui était au centre de tous ces rapports au monde, c'était le fait qu'il reniflait, parce que son nez est près de la terre, il renifle. Dès lors qu'on se relève, qu'on est les premiers à se relever complètement, bah, tout à coup, on n'a plus le nez près de la terre, c'est plus le nez, c'est les yeux, c'est le regard, c'est la vision. Mais dire que c'est la vision derrière, il y a tout. Il y a l'ASCO, il y a l'art, il y a l'écriture, c'est extraordinaire. C'est-à-dire le fait que ce n'est plus le reniflement, le nez qui est le centre, mais l'œil et la vision qui est le centre, c'est tout. Ça ne change pas notre façon d'être. Mais c'est inouï la conséquence, que ça, c'est la culture qui est la conséquence. Or, on peut décliner ça. La Révolution française, elle révolutionne pas le principe de la gouvernance, il faut toujours être gouverné. Simplement, elle dit au centre, vous aviez un roi héréditaire. Eh bien, au centre, nous, on met un Parlement élu. Révolution démocratique. Les autres, ils disent au centre, vous avez 80 000 aristocrates propriétaires, on va mettre 2 millions de petits bourgeois et de paysans libres. Révolution libérale. Au centre de notre système économique, vous avez la rente foncière. Mais à la rente foncière, on va substituer la plus-value du capital.
révolution industrielle. Au centre du système de la chrétienté, vous avez le Vatican. Ah, il y a d'autres qui vont opposer, qui vont mettre une assemblée de pasteurs. Révolution protestante. Au centre, au centre du système sociétal, vous aviez le mâle, tout seul. Vous mettez le couple, début de révolution féministe. Au centre du système culturel, vous aviez le papier. Et peu à peu, on lui substitue l'écran, révolution informatique. Or, c'est un constat, mais c'est plus qu'un constat. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu depuis 2 siècles, c'est on a centralisé Dieu, la terre, le sang, que sais-je, mais qu'on a, on a organisé, on a centralisé l'État. Ça a échoué, la centralisation de l'État. Je ne dis pas que ça n'a pas eu des résultats, hein. Faut pas non plus. Il y a eu des avancées grâce au système qui a centralisé l'État. Après, sous l'écroulement de ce système, on a centralisé l'argent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce système-là, néolibéral, pas libéral, néolibéral, est en train d'échouer aussi, ne serait-ce que moralement. Et au fond, moi, si j'avais 25 ans, je serais d'un enthousiasme absolument inouï, parce qu'on est placé devant cette opportunité, cette nécessité qui peut être quand même formidable, cette épopée possible, qui est de construire un monde où on centralise l'humain dans toutes ses dimensions, avec ce que le libéralisme a apporté, c'est-à-dire l'individu, et ce que le socialisme a apporté, c'est-à-dire le collectif. De vraiment centraliser l'humain. C'est extraordinaire comme perspective. Défi. Et c'est ça la recomposition. C'est ça aussi de dire, quand je parlais de centrisme révolutionnaire, c'était ça la signification. C'est-à-dire d'essayer de repenser les perspectives en fonction de cette idée qu'on recompose les invariances autour d'une autre centralité. Alors, on va faire du CAN appliqué, de la recomposition appliquée. Je ne sais pas si ce sera une révolution, mais il y a des signes qu'on n'avait jamais vus auparavant. Je parle de l'affaire qui est partie des États-Unis il y a quelques semaines. Ça fait des siècles et des siècles que la domination masculine était plus ou moins acceptée, pas simplement dans l'écriture, mais dans la manière de se comporter. Et voilà qu'en quelques semaines, on en est maintenant à 400 millions de gens qui regardent les sites, qui font état de plaintes, de récriminations, de femmes qui disent avoir vécu ou du harcèlement, ou de l'agression, ou du viol, puisqu'il y a trois étages. Et ce qui ne s'était jamais produit par le passé, en 2 semaines, donc des dizaines de millions, puis on en est à 200 ou 300 millions de gens regardent des sites qui parlent de ça. Dans le monde entier. Jamais ça s'est vu, même du temps du papier. Alors, je voulais vous demander, est-ce que c'est, par exemple, ça ne pouvait pas exister avant, puisqu'il n'y avait pas l'informatique. On aurait été obligé d'attendre des livres, Qu'est-ce que vous pensez de cette manière nouvelle, de ce qui s'est passé là, depuis 3 semaines ou un peu plus, 4 semaines, dans le monde entier? Et est-ce que ça rentre dans la révolution possible? Ça rentre tout à fait. En fait, je dirais, il y a quelque chose de très important, de radical, qui est la décentralisation du sexe masculin. Vous parlez de recomposition par décentralisation. Vous avez une décentralisation du sexe masculin. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, il est bien évident que tout ce qu'on découvre aujourd'hui est la conséquence de cette alliance perverse entre la virilité et le pouvoir. C'est vraiment cela. Il y a dans les dénonciations actuelles, nécessaires souvent, totalement nécessaires, il y a des choses qui sont, on peut dire peut-être marginales, importantes mais marginales. Genre, c'est une honte de siffler une femme dans la rue, etc. Il y a un amalgame qui consiste à dire on siffle une femme dans la rue et le viol, c'est la même chose. Quelquefois, on rentre un peu là-dessus. Hein? Non, on a sur les sites quelquefois une globalité. Il y a une globalité qui quelquefois ne fait pas la différence, ne hiérarchise pas
entre siffler une femme dans la rue, par exemple, une main aux fesses, c'est très mal, mais un viol, c'est plus mal. Ça, il ne faut pas Il y a des degrés. Ça serait dramatique de déhiérarchiser complètement tout. Mais donc, le plus fondamental, ce qu'on découvre, et encore là, les musiciennes de Suède, un point que je dois dire, peut-être que moi-même je sous-estimais, évidemment qu'on sous-estime tous, c'est ça, qui est à quel point la situation de pouvoir a permis, en effet, favoriser ces agressions. C'est-à-dire de passer d'un pouvoir spirituel, intellectuel, hiérarchique à un pouvoir corporel. Et ça, c'est une ampleur formidable. Moi, j'étais interpellé. D'abord parce que j'ai dit un jour, concernant cela, à propos de Strauss-Kahn, j'ai dit quelque chose d'idiot. On s'en souvient. Pour vous dire la vérité, je suis très fier parce que tout le monde m'accuse de ça comme si j'avais dit une seule fois dans ma vie une chose idiote. Franchement, j'en ai dit quelques fois d'autres. Et donc je me suis posé la question, je suis sûr que beaucoup d'hommes se posent la question. J'étais en situation de pouvoir. J'ai dirigé des journaux et j'ai même dirigé des journaux que j'ai créés. Donc quand on le crée, quand on le dirige, on a vraiment tout le pouvoir. Je me suis posé la question, est-ce que je n'ai pas abusé de ce pouvoir? Tout le monde en est confronté à ça. Très sincèrement, j'ai essayé de repasser le film, non. Ça ne m'est jamais arrivé. Bon. J'ai dit une connerie, mais ça, je n'ai pas fait. En revanche, quand j'ai créé un des journaux qui était l'événement du jeudi, je me souviens d'une journaliste excellente, vraiment un très grand talent, et en plus très jolie, très belle, qui m'a téléphoné en disant « Je voudrais venir dans votre journal ». Et je lui ai dit « Maintenant, tu as une bonne place, une bonne notoriété. Moi, je crée un journal, mais je n'ai pas d'argent, on ne le fait pas actionnariat populaire, peut-être ça ne va pas marcher, tu prends un risque, etc. » Et pourquoi ? Et elle me dit ça, moi, tant pis, je prends le risque. Elle était dans un journal de gauche, pour dire la vérité, un grand journal de gauche. Et elle me dit, non, je ne peux plus, parce que le harcèlement sexuel dont je suis victime de la part du patron et propriétaire du journal, je ne peux plus, je veux aller chez toi. Très bien, j'en ai profité d'une certaine manière. Donc, j'ai bien vu qu'en effet, c'est quelque chose que... Et puis, là, j'ai dit que c'était un journal de gauche, parce que c'est vrai. Mais j'ai eu aussi le témoignage d'une dame qui m'a parlé du harcèlement sexuel art de la part d'un président de la République, et lui, il n'était pas de gauche. Donc, d'un côté, il faut aller plus loin, et de l'autre, il faut se méfier. Il faut aller plus loin, et là, je parle... Alors, ce que je dis concerne surtout la gauche, qui est en pointe là-dessus, très en pointe. La presse de droite étant beaucoup plus réservée, enfin, au moins le camp réactionnaire, comme on dit, quand je disais qu'il y avait les progressistes, c'est un camp réactionnaire, dit réactionnaire, est très réservé, le camp progressiste, allez-y, machin. Mais à ce moment-là, il faut aller plus loin. D'abord, il faut que la gauche s'interroge. C'est-à-dire, il y a quand même un bel exemple d'incitation au harcèlement sexuel permanent, c'est la pornographie. La pornographie au cinéma, la pornographie, etc. Or, sur les réseaux, au nom de la liberté d'expression de parole, elle l'a défendu. Elle refusait toujours de se poser des questions au nom de l'ordre moral. Mais quand la gauche parlait de l'ordre moral, vous voulez de l'ordre moral, vous condamnez la pornographie, c'est de l'ordre moral. Alors on peut dire aussi c'est de l'ordre moral de condamner les harcèlements sexuels. C'est-à-dire, il faut revoir un peu ce concept d'obsession de l'ordre moral. Mais j'irai plus loin. Vous avez un écrivain célèbre, qui est le théoricien du harcèlement sexuel, plus que du harcèlement, de la violence sexuelle, de la torture sexuelle, de la torture sadique contre les femmes, qui en a fait une mythologie totale. Il s'appelle le marquis de Sade. Et qui a fait du marquis de Sade le divin marquis, comme on disait? Qui a fait de marquis de Sade comment dirait, une quintessence de la philosophie progressiste? Franchement, moi je suis de ceux qui ont toujours combattu ça, qui disent mais attention, lisez-le, regardez ce qu'il dit.
Regardez ce qu'il dit. En plus, c'était d'un point de vue aristocratique. C'était Don Juan. Je suis un aristocrate, etc. Je peux me permettre, et donc les femmes sont des objets, je les utilise comme des marchandises. C'est ça. Et vous avez fait de ce mec un héros. Vous avez fait de ce... Parce que vous pensiez que c'est subversif, que c'était subversif, que c'était révolutionnaire. Vous avez fait cet écrivain, vous avez fait une quintessence du progressisme. Interrogez-vous, on peut s'interroger aussi là-dessus, puisqu'on met tout sur la table. Mettons ça sur la table. Allons plus loin sur le pouvoir. Mais en même temps, comme disait l'autre, je me souviens que le journal de droite anglaise The Sun avait, au moment où il y avait vous vous souvenez, grande passion autour de la pédophilie, avait fait une du journal en disant « dénonce ton pédophile ». Et unanimement, la gauche avait dénoncé. En disant qu'est-ce que c'est que cet appel à la délation, etc. Et d'ailleurs, ça a donné, on a dénoncé des pédophiles qui n'en étaient pas, qui sont suicidés. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a eu beaucoup de grosses bavures. Il y a eu beaucoup de grosses bavures. Et donc, et à la limite, le macartisme dénonce ton communiste. Le communiste est une horreur pour les Américains dans les années 50. Il faut bien voir ça. Hein. Bombe atomique et tout. Dénonce ton communisme. Et donc, on a le droit de se poser la question, après avoir dit tout ce qu'on a dit, qu'il faut aller plus loin. Est-ce que le côté un peu hystérique comment ça pas dénonce, balance ton porc. Balance ton porc, ouais. MeToo. Est-ce qu'il n'y a pas une hystérie là dans Balance ton porc? Pour moi, le summum je l'ai connu hein, quand j'étais jeune, dans des journaux. Le summum de l'ignominie machiste, de la bête, bof, c'était les mecs qui disaient toutes des salopes. Mais tous des porcs, c'est quand même un peu la même chose aussi. Il ne faut pas passer me semble-t-il, de ça à cela. Et si aujourd'hui, quelqu'un lançait un hashtag dénonce ton terroriste, c'est-à-dire si tu entends un propos louche, une attitude louche, si tu vois quelqu'un faire ceci, machin, dénonce-le, on serait indigné. Donc il faut aussi, et là c'est la réponse exacte à votre question, on peut quand même aller très loin en disant oui, il faut la dénonciation, la loi nous impose de dénoncer. Oui, il faut dénoncer les harceleurs. Oui, il faut dénoncer le harcèlement social. Oui, il faut sexuel. Oui, il faut absolument remettre en cause cet abus de pouvoir constant qu'est l'abus de la virilité fière d'elle-même sur la femme. Oui, il faut aller plus loin et montrer qu'est-ce qui a permis ça, etc. Mais on peut aussi, on a le droit quand même, aussi de dire, attention, ne basculons pas non plus dans une espèce d'hystérie dénonciatrice qui, en plus, parce qu'un jour il y aura une bavure, va faire le jeu à la fin des réacs qui vont naturellement revenir en force. Vous voyez que ça. On peut quand même dire les deux. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne peut pas. C'est-à-dire, ou bien vous avez du côté, disons, entre guillemets, des réacs, la galanterie française, la gauloiserie, comment, non. Et les autres, allez, on ne peut rien, tout est bien, allons-y, etc. On ne peut pas. J'ajoute d'ailleurs que c'est ce que je vous disais au début quand on se pose une question, et moi, mon attitude, qu'est-ce que ça a été, qu'il y a très peu d'hommes qui osent dire, il ne faut pas non plus tomber dans une hystérie dénonciative. Il y a très peu d'hommes. Pourquoi? Vous savez très bien pourquoi. Parce qu'ils se posent des questions sur eux-mêmes, sur responsabilité, ils n'osent pas, etc. Mais le nombre de femmes qui ont le courage de le dire, qui le disent majoritairement, qui disent Dieu sait qu'il faut dénoncer, que c'est très important, que la libération de la parole, il faut aller plus loin, etc. Mais on ne demande pas non plus de tomber devant, en effet, une hystérie inquisitrice. Voilà. Là aussi, je pense qu'on peut quand même pouvoir dire les deux. Le deuxième thème, c'est la laïcité. Marianne, le dernier journal que vous avez créé, parmi ces combats, les revendiqués, il y avait la laïcité. C'était une des options que vous aviez choisies, que vous aviez demandé d'ailleurs à tous les journalistes de partager. Quand vous voyez, je prends un exemple récent, quand vous voyez ce qui se passe, c'est un peu lié à ce dont on vient de parler. L'affaire Tariq Ramadan, une personne qui était respectée par toute une partie de la population, musulmane et non musulmane,
et donc accusé d'avoir abusé, accusé, je dis bien, le jugement n'est pas fait, d'avoir abusé de sa condition d'homme pour humilier des femmes. Et vous voyez ce qui s'est passé maintenant, c'est-à-dire que cette affaire-là est utilisée de manière incroyablement forte par Plenel d'un côté et Mediapart, donc l'organe qui dirige, et les adversaires. Comment vous voyez, vous, cette affaire comment vous regardez cette affaire qui est en ce moment en train de prendre de l'importance? Prend une ampleur. Et alors, c'est amusant parce que je viens de terminer un livre, je ne sais pas, qui paraîtra dans 3-4 mois, un livre sur tout ce qu'on peut dire, que j'ai envie de dire, sur des choses essentielles, à partir de mots qui commencent par M. Une sorte d'encyclopédie, quoi. Oui, un livre qui s'appelle M la maudite. M la maudite, la lettre qui permet de tout dire. Ça permet de tout dire. Et il y a Molière. Et j'écris ça dans quelques mois. Et dans Molière, montrer l'incroyable actualité de Molière, quitte à ce que ça ne soit pas l'actualité qu'il pensait lui quand il l'a écrit. C'est aussi ça le génie. Et je donnais l'exemple de Tartuffe, parce que j'ai été dans les années 64, j'étais en Algérie, et j'avais été dans le bled algérien où une troupe jouait Tartuffe en arabe. Et alors, le pauvre acteur qui jouait Tartuffe, je peux vous dire, il fallait le protéger par la police parce qu'il recevait des bouteilles de machin, les gens lui lançaient des pierres, etc. Parce qu'ils connaissaient Tartuffe. Pour eux, c'est vraiment l'islamiste, etc., qui donne des leçons alors qu'il est corrompu, qu'il couche à droite et à gauche. Bon. Et donc, je disais, Tartuffe, aujourd'hui, c'est une pièce contre l'islamisme, enfin, sur l'hypocrisie islamiste. Ramadan, c'est vraiment, franchement, c'est l'illustration de Tartuffe. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Enfin, c'est vraiment Tartuffe. C'est-à-dire le mec, il donne la rigidité des mœurs, et puis en même temps, bon. On a tous une main gauche et une main droite, vous savez bien. En ce qui concerne la bagarre entre Mediapart et Charlie Hebdo, avec des excès des deux côtés. D'un côté, on ne peut pas reprocher à Edoui Plenel le rendre responsable des agissements de Ramadan. Objectivement, moi, je ne savais pas Ramadan. On m'aurait dit, vous m'auriez dit, mais franchement, comment voulez-vous savoir, le mec? Donc, il n'était pas censé savoir. On ne peut pas dire, on n'avait pas dénoncé. Ça, c'est dégueulasse. Dieu sait que j'ai eu des conflits avec Edoui Plenel, mais dire vous êtes complice du mec qui violait, vous ne l'avez pas dénoncé, etc., vous le saviez, c'est pas vrai. Ça, c'est pas juste comme attaque. Qu'il y ait, en revanche, de la part d'Edoui Plenel, qui entraîne Mediapart dans sa foulée, d'extraordinaire complaisance vis-à-vis de l'islamisme radical, ça c'est vrai, c'est tout à fait un vrai débat. J'ajoute que Edoui Plenel a une position qui est, oui d'accord, je suis solidaire de Charlie Hebdo. De toute façon, on ne peut pas dire le contraire. Personne ne peut dire c'est bien d'avoir tué les mecs de Charlie Hebdo. Je suis solidaire de Charlie Hebdo, mais quand même, il faut respecter les religions. Le blasphème, c'est pas bien. On peut penser ça. Moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas un mec qui souhaite le blasphème. Je trouve que c'est un peu enfantin, le blasphème. Mais le principe de laïcité, c'est le droit au blasphème. Quand il y a eu la révolution, non pas de 1848, mais de 1830, la première mesure qu'ils ont prise, c'est d'abolir la loi qui condamnait à plein de peines terribles le blasphème. On a le droit de blasphémer. Et donc c'est quand même très, très étrange. En plus, c'est étrange pourquoi? Parce que la limite, ce seraient des cléricaux. Ce seraient des gens qui sont contre la laïcité et qui étaient contre la laïcité il y a 50 ans. Mais pas du tout. Ils étaient très laïcs il y a 50 ans, dénonçaient, ou 30 ans, ou 20 ans, dénonçaient là ici. Ce n'est pas des cléricaux. C'est des gens qui disent, je parle de beaucoup d'autres, il y a toute une tendance comme ça, qui disent, oui, je suis laïque, il faut être laïque. Il y a des
principes laïques, la loi de 1905. Mais enfin, dans certains cas, concernant les musulmans qui sont nombreux ici, c'est un élément nouveau. Qui n'était pas prévu dans la loi. loi. Pas prévu dans la loi, c'est un peu différent. Autrement dit, quand Christine Boutin, à l'Assemblée, pour combattre pas le mariage gay, le Mariage pour tous. non, avant, enfin, a brandi la Bible, tous ces gens-là, la majorité des gens d'ailleurs, on dit fanatisme religieux, brandir la Bible à l'Assemblée, condamner une loi à l'Assemblée, c'est condamnable. Alors là, la gauche unanime, avec raison. Bon. Mais quand un type dit ah non, ça je peux pas, c'est dans le Coran, il brandit le Coran, ah oui, mais là c'est différent. Oui, mais pourquoi on ne dit pas la même chose? C'est un vrai problème, je veux dire pourquoi. Parce que moi j'ai vraiment le plus grand respect, même si je ne suis pas croyant pour les religions, et je suis absolument pour l'égalité totale de toutes les cultures, de toutes les ethnies, etc. Donc le principe qui vaut pour un vaut pour l'autre. Si on rentre dans le système qui est ça vaut pour l'un, pas pour l'autre, vous imaginez au nom de quoi? Donc vous dites, voilà, ça, je ne l'accepterai pas d'un catholique, je ne l'accepte pas d'un protestant, je ne l'accepterai pas d'un bouddhiste. Un musulman, c'est un peu différent, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais il y a un racisme larvé. À l'envers. À l'envers. Un paternalisme colonialiste à l'envers. C'est quelque chose de dire, oui, mais nous, on est des civilisés, nous, on a une histoire, on s'est battu, la Révolution française, eux, ils sont quand même un peu en retard, un peu arriérés, ils n'en sont pas là, faut se mettre à leur place, donc ce que nous, on ne tolérerait pas, on n'acceptera pas, faut peut-être l'accepter. C'est quand même ça derrière. C'est ça qui me stupéfie. C'est le côté racisme larvé, paternalisme, colonialisme larvé qu'il y a dans cette différence d'attitude. Pour moi, c'est clair, il y a une loi, alors on peut être contre, il y a des gens qui sont contre le principe de laïcité, ça se discute, c'est un débat, mais à partir du moment où on accepte et on impose, on accepte plutôt, on combat pour l'application de principe de laïcité, il y a un principe de laïcité, point final, il vaut absolument pour tout le monde. Si on fait une différence, c'est extrêmement louche comme démarche. Et alors, vous êtes quoi? Il faudrait imposer des obligations vestimentaires, Même qu'on n'impose rien. Moi, par exemple, j'étais contre ça va peut-être vous surprendre, mais j'étais contre la loi, pas la loi sur le voile à l'école. J'étais pour parce que c'est l'application de ce qu'on a la laïcité appliquée pour tout le monde. On ne peut pas venir avec une faucille et un marteau énorme sur un t-shirt. On dirait, non, attendez, excusez-moi, vous allez à l'école, vous n'êtes pas bon. La même chose pour un voile. En revanche, la loi sur le voile intégral, j'étais contre. Et pourquoi j'étais contre? Parce qu'il se trouve qu'il y a déjà un décret ou une loi anti-cagoule. On n'a pas le droit de cacher son visage. Il n'y avait qu'à prendre un décret qui élargit à la loi anti-cagoule le fait de dissimuler son visage. Là, c'était maladroit. On a donné l'impression d'être contre un costume religieux, alors qu'il y a une façon beaucoup plus directe et beaucoup plus simple d'éviter, d'empêcher qu'on utilise le voile intégral, etc. Mais pour le reste, c'est aussi simple que ça. Il y a deux principes. Un, il y a des lois consensuelles qui ont été acceptées par les catholiques, ça ne leur plaisait pas, par les protestants, ça ne leur plaisait pas forcément, les juifs, ça ne leur plaît pas forcément, qui ont été acceptées. Et ce principe, tout le monde doit s'y plier absolument, et c'est une façon de les considérer justement à égalité avec nous. Totalement à égalité. C'est vrai, on fait partie de la même communauté. On n'a pas à faire de différence. Dans un sens comme dans l'autre, hein, à partir du moment où, dans les écoles, y compris laïques, on trouvait normal que les catholiques leur mettent autre chose que de la viande, donner le poisson jour du carême. De la même façon, je trouve normal pour les musulmans de permettre un repas alternatif. Pareil, c'est l'application du principe de la loi pour tout le monde. Et l'autre principe, c'est je respecte totalement vos croyances, mais est-ce que vous mettez la loi de Dieu au-dessus de la loi de la République, une loi du ciel au-dessus de la République? La laïcité implique qu'on mette au-dessus la loi de la République. Voilà, c'est les deux, c'est aussi simple que ça, c'est les deux principes. Si vous faites des concessions dans un cas comme dans l'autre,
en effet, là, il y a une dérive très dangereuse. Voilà, on me signale que l'heure a tourné. Nous sommes passés d'une heure à l'autre. Et voilà, vous avez découvert, pour beaucoup d'entre vous, vous saviez déjà qui était Kahn et comment il raisonnait. Mais c'est vrai qu'en l'entendant, on s'est éloigné du sentiment habituel qu'on a vis-à-vis des journalistes. Jean-François Kahn, sa tasse de thé, ce n'est pas la pensée unique, même si c'est une pensée qu'il veut consensuelle. Et c'est ça la différence qu'il nous a montré aujourd'hui. On peut avoir sa pensée, ne pas être consensuel et avoir de la passion en même temps. Vous avez d'ailleurs écouté dans sa tonalité que lorsqu'il parle, il s'engage dans la tête et dans le corps, parce que voilà, les gestes accompagnent souvent sa pensée. Et j'espère que ça a été un plaisir pour vous de voir les œuvres de Jean-François Kahn sur les affaires présentes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et il va signer ses livres. Vous pourrez poursuivre ces conversations. Merci beaucoup.